Il est 10h ici à Paris. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans Parlons-en, votre rendez-vous avec l'info qui prend son temps. Voici les titres de ce jeudi. Qui fait voler des drones dans le ciel du Danemark et pourquoi? Après celui de Copenhague en début de semaine, 4 autres aéroports du pays ont été survolés ces dernières heures par des appareils volants non identifiés à ce stade. Inquiétude après une série d'incursions russes au-dessus de plusieurs pays européens. Le Kremlin qualifie les accusations d'intrusion d'hystérie. Le jugement aujourd'hui dans l'affaire du financement présumé libyen de la campagne de 2007 de Nicolas Sarkozy. Le tribunal correctionnel de Paris se prononce à partir de 10h, c'est-à-dire maintenant. C'est l'affaire dans laquelle Nicolas Sarkozy, déjà condamné dans un autre dossier de corruption, risque la plus lourde sanction. Et quel que soit... C'est agaçant. Et quel que soit le jugement rendu tout à l'heure contre Nicolas Sarkozy et sa dizaine de co-accusés, dont plusieurs anciens ministres, ce procès et la décision des juges sont de toute façon déjà historiques. C'est l'épilogue d'une enquête de plus de 10 ans qui vient s'ajouter à nombre d'affaires de corruption présumées ou établies dans la classe politique française. Et en la matière, l'Hexagone s'illustre singulièrement. C'est ce dont on va parler aujourd'hui avec mes invités. Bonjour Diane Semerjian. Bonjour. Et bienvenue sur ce plateau. Vous êtes responsable du plaidoyer vie publique au sein de la branche française de Transparency International. Et vous avez justement publié cette semaine un rapport qui fait tout à fait écho au sujet qui nous importe aujourd'hui. Rapport qui s'appelle « Financer la démocratie, le véritable enjeu de l'élection présidentielle ». Merci à vous d'être là avec nous également, Aurélien Devernois. Et bonjour Aurélien, vous êtes ici chez vous, journaliste au service politique de RFI. Je le disais, donc on attend à la mi-journée l'énoncé du jugement. Va prendre sans doute plusieurs heures, tant les faits sont importants et nombreux sont les co-accusés. Le jugement donc dans l'affaire du financement libyen présumé de la campagne présidentielle victorieuse de Nicolas Sarkozy en 2007. L'ancien président français, déjà condamné, je le disais tout à l'heure, dans une autre affaire de corruption, est là poursuivi, entre autres choses, pour recel de détournement de fonds publics, financement illégal de campagne électorale et association de malfaiteurs. Les procureurs ont requis 7 ans de prison à l'issue du procès au printemps. Des procureurs qui avaient dépeint Nicolas Sarkozy en commanditaire d'un pacte de corruption, je cite, inconcevable, inouï et indécent. Lui a toujours nié les faits. Il est donc jugé avec 11 autres prévenus. On va écouter Marie Schuster qui est au palais de justice. Le parquet national financier avait effectivement requis en avril dernier une peine très lourde à l'encontre de l'ancien chef de l'État, 5 ans d'inéligibilité, 300 000 € d'amende et pas moins de 7 ans de prison ferme. Une peine qui se voulait exemplaire au regard de cette affaire tentaculaire qui a réclamé plus de 10 ans d'enquête. Si la Cour à son tour décidait de frapper fort en suivant ces réquisitions, eh bien ce serait là un jugement historique. D'abord parce que la justice enverrait un signal fort en matière de lutte contre la corruption et la criminalité financière, mais aussi parce que condamner un chef de l'État à une peine de prison ferme de cette ampleur, c'est envoyer le message de fermeté démocratique selon lequel nul n'est au-dessus des lois. Encore faut-il que la Cour ait été convaincue des éléments de preuve apportés par le parquet national financier et la preuve de ce qu'il a décrit comme un pacte de corruption faustien entre l'ancien président Nicolas Sarkozy et l'ancien dictateur libyen Mouammar Kadhafi. Un pacte qui aurait, selon le parquet, permis à Nicolas Sarkozy de financer sa campagne électorale de 2007 grâce à des fonds libyens en échange de faveurs diplomatiques et judiciaires accordées à Mouammar Kadhafi. Mais durant ces 4 mois de procès, eh bien, aucune preuve formelle d'un accord direct entre l'ancien président français et le dictateur libyen n'a été présenté. Si les juges devaient suivre les réquisitions du parquet et entrer en voie de condamnation, c'est donc qu'ils ont estimé que le faisceau d'indices présenté au cours de ce procès est suffisant et concordant pour prouver l'existence d'un système de corruption. Et les indices présentés par le parquet sont nombreux, depuis l'existence de comptes offshore à la note authentifiée d'une promesse de don à hauteur de 50 millions d'euros, jusqu'au carnet de l'ancien ministre du pétrole libyen, Choukri Ghanem. De même, il y a ces rencontres entre les protagonistes français et libyens, eux aussi sur le banc des accusés, qui auraient servi d'intermédiaire dans cette affaire, au premier rang desquels les anciens ministres Brice Hortefeux, Claude Guéant et Éric Woerth. Enfin, il y a ces déclarations, puis rétractation du désormais célèbre homme d'affaires Ziad Takieddine, déjà condamné dans l'affaire Karachi. Ziad Takieddine qui reste dans cette affaire le principal accusateur de Nicolas Sarkozy. Oui, mais voilà, Ziad Takieddine, décrit au cours de l'audience comme un personnage manipulateur et mythomane au gré des circonstances, est mort il y a 2 jours, à 2 jours du verdict, ce qui alimente d'autant plus les fantasmes autour de cette affaire au relent de polar politico-financier. Hier, le parquet a fait savoir que les charges contre lui avaient été abandonnées. Les autres prévenus, au premier rang desquels l'ancien chef de l'État Nicolas Sarkozy, attendent quant à eux d'être fixés sur leur sort. Le jugement est attendu d'ici quelques secondes maintenant.
Si c'était une série, on dirait que le scénario est invraisemblable, pour reprendre cette métaphore autour du polar qu'évoquait Marie Schuster à l'instant. Et ces mots sont ceux de Nicolas Sarkozy. L'énoncé du jugement, je le disais, devrait prendre plusieurs heures, mais quoi qu'il arrive, c'était un procès, Diane Semerjian, historique, et c'est un jugement pour l'histoire ? Oui, c'est un jugement pour l'histoire et je pense qu'on le voit aussi du côté de la société civile parce que c'est la première fois qu'il y a 3 associations de lutte contre la corruption en France qui se portent conjointement partie civile dans un procès d'une telle ampleur. Mais c'est aussi un procès qui est particulier, notamment par la qualité des prévenus. Vous l'avez très bien dit dans cette introduction, mais c'est aussi un procès qui est particulièrement complexe et c'est ça qui nous fait dire aujourd'hui que c'est un procès historique. C'est aussi parce qu'il concerne un moment qui est très fédérateur dans la vie politique française. Il concerne une élection présidentielle. Donc ça veut dire que ce jugement, ce délibéré, il aura aussi un impact sur la conception qu'on a de la démocratie, sur la conception qu'on a de la vie politique française et sur le lien qu'entretiennent les décideurs publics avec les citoyens et les citoyennes. Et on va y revenir bien sûr. Aurélien Devernoy, c'est un moment historique qu'on vit, quel que soit le jugement tout à l'heure ? C'est un moment historique et paradoxalement, malgré l'ampleur du sujet, on en parle relativement peu. Alors on en parle ce matin évidemment, c'est à la une de tous les journaux, de tous les médias aujourd'hui, mais globalement, depuis une petite dizaine d'années, excepté Mediapart, qui a été finalement le grand révélateur de cette affaire, ça n'a pas été peut-être quelque chose de l'ampleur qu'on aurait pu attendre pour une affaire qui concerne quand même un ancien chef de l'État, plusieurs anciens ministres de haut rang, et des implications qui sont énormes en fait, parce qu'on parle quand même d'implications géopolitiques très importantes, puisque Mouammar Kadhafi a été renversé quand Nicolas Sarkozy était encore président de la République, ce qui a soulevé beaucoup de questions. Il y a aujourd'hui les familles des victimes de l'attentat libyen contre le DC-10 du TA en 1989, qui se demande si, quelque part, l'enquête sur cet attentat qui a été apparemment organisé par la Libye n'a pas été mise de côté justement pour permettre à Nicolas Sarkozy de financer sa campagne. Donc il y a quand même beaucoup de choses. Et puis il y a tout ce qui s'est passé aussi depuis les révélations sur l'affaire, avec des morts mystérieuses, des tentatives d'assassinat, notamment en Afrique du Sud. Bon voilà, il y a beaucoup de choses qui font en effet penser, vous le disiez, à un polar, mais qui ne soulèvent pas une espèce de passion française autour de ce dossier qui, moi, m'étonne beaucoup. D'ailleurs, comme une illustration à ce que vous dites, alors il y a eu beaucoup de monde le premier jour de l'ouverture du procès au début de l'année. Petit à petit, force est de constater que les audiences avançant, il y avait de moins en moins de monde, en tout cas niveau médiatique, pour suivre le procès. Et qu'est-ce que ça dit, ça ? Non, après, je pense qu'il y a aussi toute la partie, c'est un dossier très lourd, très long, avec beaucoup de choses techniques, juridiques, qui font que c'est difficile de pouvoir suivre au jour le jour, même pour des médias. Honnêtement, nous, on a du côté de RFI une de nos journalistes qui a suivi de très près, mais qui n'a pas assisté à tous les jours d'audience, parce que c'est trop énorme en termes d'implication. Mais c'est vrai que l'une des explications, peut-être, c'est que quand même Nicolas Sarkozy a peu ou prou disparu de la vie politique française depuis une petite dizaine d'années. Il est en tout cas beaucoup moins présent. Sa défaite lors de la primaire en 2016-2017 pour l'élection présidentielle, la primaire de droite, l'a quand même mis de côté. S'il avait été encore aussi puissant qu'il l'était jusqu'au milieu des années 2010, peut-être que ce procès aurait eu aussi un retentissement plus important. Et image derrière vous, Aurélien, de l'arrivée il y a quelques instants de Nicolas Sarkozy avec son épouse. On a vu aussi l'arrivée de Brice Hortefeux et de Claude Guéant, anciens ministres, aussi co-prévenus, co-accusés. Dans cette affaire, l'argument de la technicité, de la complexité de l'affaire a souvent été mis en avant par Nicolas Sarkozy, qui a vu cette phrase « Personne n'y comprend rien ». D'ailleurs, Mediapart, qui est à l'origine des révélations de l'affaire, en avait fait le titre d'un documentaire explicatif sur l'affaire. Ça a aussi joué dans le fait que peut-être l'opinion publique s'est peu intéressée à cette affaire, présentée comme trop compliquée, donc peut-être pas accessible. Mais c'était aussi un des narratifs de la défense, de dire que c'était un procès qui était particulièrement complexe, que les gens, que les citoyens, les citoyennes avaient du mal à appréhender parce qu'il y avait potentiellement beaucoup d'arches et beaucoup de tiroirs à ouvrir. Mais en réalité, ça aura permis quand même une chose, c'est que le procès s'est déroulé quand même dans un cadre relativement calme, avec de l'espace pour
le principe de l'égalité des délits et des peines, avec un principe de contradictoire qui a été respecté. Je pense qu'il y a une autre raison aussi qui est peut-être la temporalité, et vous l'avez très bien exprimé au départ. Cette histoire, finalement, elle a commencé en 2007, même avant 2007, en 2005, 2006, donc il y a presque 20 ans en fait. Donc quelque part, il y a une temporalité qui a peut-être pas joué en la faveur d'une couverture médiatique qui soit à la hauteur des faits qui sont aujourd'hui reprochés. Il y a eu peu de moyens aussi qui ont été associés à la procédure, et je pense que ça, c'est quelque chose qu'il faut aussi pointer du doigt. Un magistrat, 2 enquêteurs, c'est très peu pour un procès d'une telle complexité, d'une telle ampleur. Or, ça met aussi en lumière une forme de défaillance. Pourquoi la justice ne dispose pas des moyens nécessaires pour pouvoir mener ces enquêtes à leur terme plus rapidement, dans une temporalité qui correspond aussi au temps démocratique et qui aurait donc du coup moins d'impact sur la vie politique française. Alors précisément, Aurélien, vous n'êtes pas de ceux qui ont suivi au jour le jour ce procès, mais est-ce qu'on peut dire que un peu plus de 3 mois de débat, est-ce que les débats ont permis d'établir des faits, ou à l'issue des audiences, un doute persistait? Le doute persiste, et d'ailleurs Marie Schuster tout à l'heure l'a très bien expliqué. Il y a forcément toujours un doute à partir du moment où il n'y a pas de preuve directe de financement de cette campagne de Nicolas Sarkozy en 2007. Ça, c'est le grand argument de toute l'équipe de défense de Nicolas Sarkozy. Évidemment, il y a eu un gros travail pédagogique qui a été fait par les magistrats et l'instruction pour dire on n'a pas forcément besoin d'une preuve directe pour caractériser la corruption. Parce que par définition, la corruption... L'intention déjà voilà. est un délit. Donc, il n'y a pas de reçu quand on reçoit de l'argent en liquide dans une affaire de corruption, ou alors voilà, par contre, ils ont quand même mis en lumière, par exemple, l'existence d'un coffre immense loué par l'équipe de Sarkozy pendant la campagne de 2007, où Claude Guéant a eu beaucoup de mal à expliquer pourquoi ils avaient loué ce coffre, juste pour stocker les discours de Nicolas Sarkozy. Donc il y a eu des moments quand même assez embarrassants quand même pour Nicolas Sarkozy et ses co-accusés. Mais pour revenir sur cette question de moindre médiatisation, je pense qu'aussi on est peut-être passé dans un moment politique différent par rapport au milieu des années 2010. Parce que quand l'affaire commence à être révélée, dans les années 2010-2015, ça fait un énorme scandale. On en parle énormément. Parce qu'on est dans une période où on parle beaucoup de la moralisation de la vie publique et de la vie politique. Or, depuis le début des années 2020, moi je situe ça juste après le Covid, on en parle beaucoup moins. Ça ne veut pas dire qu'il y a moins d'affaires. Ça ne veut pas dire qu'il y a moins, par exemple, de ministres qui sont impliqués dans des affaires. On a une ministre de la Culture qui va être bientôt jugée pour des faits de corruption présumée. Donc, c'est pas que le sujet a disparu réellement, mais on en parle moins parce que c'est devenu moins prioritaire dans l'intérêt des médias et des Français, et forcément dans l'intérêt des politiques qui préfèrent qu'on ne parle pas trop de ces sujets. Diane Semerjian, pour que tout le monde comprenne bien, le cœur du sujet, c'est donc la corruption présumée d'une élection présidentielle et d'un homme, en l'occurrence par un régime dictatorial, en l'occurrence celui de Mouammar Kadhafi. L'ancien président Sarkozy, on l'a dit, ainsi que les co-prévenus, et notamment 3 de ses anciens ministres, parlent d'un complot de la justice, un complot politique, un acharnement, etc. Dans les affaires de corruption, dans celle-ci, comme dans les autres, la justice s'attache, quand elle le peut, à déterminer un faisceau d'indices, parce qu'il n'y a pas... C'est très difficile, en fait, d'avoir des preuves. Il faut contourner pour essayer d'établir les faits de corruption. Comment ça se passe? Alors, pour nous, c'est un moment de clarification aussi sur l'enjeu de corruption, justement, en tant que tel. Vous l'avez très bien dit, on n'a pas besoin de preuves directes. L'intention, la connaissance... En droit, exactement. La motivation peut établir l'infraction. Au-delà de ça, l'avantage qui est sollicité peut être pour l'agent public lui-même ou pour autrui également. Donc, la caractérisation de l'infraction, elle peut passer par la mise à jour d'un indice suffisamment grave et concordant pour pouvoir effectivement condamner les personnes. Alors, il y a l'infraction de corruption, mais c'est pas la seule qui est concernée dans ce procès. Il y a également l'infraction notamment d'association de malfaiteurs, qui probablement est une infraction qui est plus large et à laquelle on peut rattacher notamment des infractions qu'on appelle connexes et qui vont permettre aussi de faire la lumière
sur d'autres aspects de ce dossier. Donc c'est pour nous effectivement un moment de pédagogie aussi sur ce que c'est que la corruption. Et effectivement, j'aimerais aussi pouvoir justement parler de ça. Aujourd'hui, on a l'impression que c'est devenu quelque chose de secondaire. Alors nous, on pense qu'il y a une nécessité absolue en France, c'est que ça redevienne justement au devant en fait de nos préoccupations fondamentales. D'abord que ça fasse l'objet effectivement d'une politique qui soit véritablement interministérielle, qu'on puisse mettre en lumière, et c'est ce que nous permet de faire aussi ce procès, les victimes de la corruption, parce qu'on a des difficultés à identifier les visages de la corruption. Pourtant, quand on regarde les sondages, quand on regarde les sondages d'opinion, nous-mêmes, quand on publie l'indice de perception de la corruption chez Transparency International, qui est un indice mondial qui permet de mesurer la perception de la corruption, on voit que 74% des Français aujourd'hui estiment ne plus avoir confiance en leurs décideurs publics. Donc, ça veut dire que cette impression, cette perception de la corruption, elle est pourtant fondamentale, en première ligne, mais on ne le voit pas dans les politiques publiques. On n'a toujours pas de stratégie nationale de lutte contre la corruption, alors qu'elle devrait être publiée depuis l'année dernière. On ne le voit pas dans le portage en termes de politique publique au niveau de nos ministères, et on ne le voit pas dans nos gouvernements, puisque la République exemplaire aujourd'hui est un lointain souvenir, et qu'on a affaire à des ministres qui sont mis en examen et qui pourtant peuvent mener à terme leur mandat électif, leur nomination. Vous évoquez Rachida Dati, ministre actuelle démissionnaire de la Culture, qui est effectivement mise en examen pour corruption présumée et qui sera bientôt jugée dans l'affaire dite Ghosn. On peut évoquer Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy, qui a donc été condamné dans l'affaire dite des écoutes, où d'ailleurs il n'y avait pas non plus de preuves telles que l'on peut l'entendre au sens premier du terme, mais un faisceau d'indices. On peut parler d'Alain Juppé, on peut parler de François Fillon, deux anciens présidents de la République, deux anciens premiers ministres. La France, en ça, s'illustre singulièrement, Aurélien, ne serait-ce que par rapport à ses voisins européens. La France a toujours eu un rapport déjà compliqué, je dirais, sur le financement de la vie politique. Ça a toujours été quelque chose de très complexe, voire de délictueux, dès les années 60, 70. Parce que les règles ne sont pas claires ? Parce que les règles n'étaient pas claires, parce qu'elles n'étaient pas appliquées, parce qu'il y avait un manque de volonté politique, tout simplement, de dire là, il faut mettre un coup d'arrêt à ça. Et pour autant, on a quand même eu des affaires, vous le disiez, concernant des anciens premiers ministres, des drames aussi. Rappelez-vous, on a quand même un premier ministre, Pierre Bérégovoy, qui se suicide après avoir été mis en cause pour une affaire de corruption présumée. Donc, il y a eu quand même des très gros chocs dans la vie politique française liés à ces questions de financement de la vie politique. Et ça a été pris quand même à bras-le-corps dans les années 90 pour essayer d'encadrer ça plus spécifiquement, mais avec quasiment aussitôt des contournements mis en place par les partis. Et ça, c'est vrai qu'on a toujours du mal en France à faire quelque chose que font par exemple les pays scandinaves ou même le Royaume-Uni, de dire à la première infraction, ça coûte le poste aux politiques concernées. Même si l'infraction n'est pas énorme, même si c'est, alors on peut aller sur des choses peut-être considérées comme excessives, mais même si c'est aller acheter ses courses au supermarché du coin, mais avec la carte... C'est une vraie histoire. Ce sont de vraies histoires, mais c'est vrai que sans qu'il y ait vraiment un régime de sanctions très sévère, finalement, il y aura toujours la tentation d'essayer de trouver des moyens de contournement. Et en France, et là, en ça, et vous le disiez très bien, Emmanuel Macron a une lourde responsabilité ces dernières années, on a complètement détricoté une espèce de doctrine, de guide du savoir-vivre politiquement et financièrement, de dire, voilà, quand il y a des questions de probité qui impliquent un élu, on le met de côté. Ça ne veut pas dire qu'on l'efface totalement, mais on le met de côté le temps qu'il puisse faire la preuve de son innocence ou qu'il soit éventuellement condamné. Et ça, Emmanuel Macron est complètement revenu dessus, ce qui fait qu'on s'est retrouvé parfois avec des gouvernements avec 5, 6, 7 ministres mis en examen dans des dossiers qui étaient parfois très lourds. Et ça envoie un message
je pense, très trouble auprès de la population française. Oui, d'ailleurs, Transparency International a lancé une pétition en ligne pour demander au nouveau Premier ministre Sébastien Lecornu de former un gouvernement sans ministre mis en examen ou touché par le passé par des affaires. Il semble pourtant être une proposition, enfin en tout cas une assertion assez évidente, mais qui ne l'est plus aujourd'hui en France. Et d'ailleurs, sur le financement de la vie politique, on a également sorti un rapport qui permet de répondre aux défaillances qui ont été identifiées dans le cadre de ce procès. Alors précisément, je me fais l'écho de questions qui peuvent peut-être jaillir dans la tête de ceux qui nous regardent. Est-ce qu'aujourd'hui, en France, on peut financer encore aujourd'hui une campagne électorale, quelle que soit l'origine des fonds, avec de l'argent liquide ? Est-ce que c'est possible ? Est-ce que c'est légal ? Oui, c'est encore possible puisque le don en espèces est autorisé. On peut faire un don en espèces à hauteur de 150 € en France. Nous, on porte notamment une proposition pour réduire en fait la circulation de cash, d'espèces dans les campagnes électorales, pour assainir le financement de la vie politique française. Étonnamment, contrairement à ce qu'on a l'habitude de croire, la France est un des pays qui a une des lois les plus ambitieuses sur le terrain du financement de la vie politique. En revanche, cette loi, aujourd'hui, il faudrait la faire évoluer parce qu'effectivement, entre-temps, les partis, les candidats ont trouvé des phénomènes de contournement qui permettent d'avoir le sentiment d'une forme d'opacité sur le financement de la vie politique en tant que tel. Or, on peut notamment délimiter un cadre légal qui soit beaucoup plus ambitieux aujourd'hui et qui soit surtout beaucoup plus moderne, puisque la façon de faire campagne a beaucoup changé, notamment depuis 2007. Et donc, en fait, on le voit, par exemple, à l'époque où la campagne de Nicolas Sarkozy a lieu en 2007, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques est un peu l'éléphant au milieu de la pièce. Elle n'a pas les moyens de financer, pas les moyens humains et financiers de fonctionner correctement. Aujourd'hui, ce sont des demandes qu'on produit encore. On demande encore à ce que les organes de contrôle de financement de la vie politique française puissent avoir des moyens d'investigation, d'enquête et de sanctions qui sont renforcés. Ça, par exemple, 20 ans plus tard, ça n'a toujours pas été accordé. On demande aussi, notamment pour les associations qui sont des vigies démocratiques, qu'elles puissent étendre leur agrément qui leur permet d'ester en justice, de se porter partie civile, de pouvoir intervenir dans les affaires de financement de la vie politique afin justement de pouvoir créer, expliquer, faire un exercice de pédagogie et être présent sur ces grands enjeux démocratiques. Et on sait les difficultés qu'a eu notamment l'association Anticorps, précisément pour avoir son agrément renouvelé. Il me semble que c'était l'année dernière là-dessus, Aurélien ? Non, mais il y a des vrais soucis aussi de délai de traitement judiciaire. C'est-à-dire que quand on est sur des sujets comme ça, souvent ça prend en effet beaucoup de temps. Mais là, on parle d'une enquête qui a duré une dizaine d'années, mais même pour d'autres enquêtes qui ont été ouvertes concernant des partis politiques, parfois ça date de 2017, 2018, 2019, et on n'a toujours pas de procès. Et ça, en fait, c'est un problème, parce que d'un côté, ça dilue en fait l'affaire, c'est-à-dire qu'on se retrouve à juger une affaire qui a eu lieu il y a 10 ans, donc l'intérêt des gens et le scandale s'est déjà un petit peu amoindri, et puis aussi ça plombe quelque part aussi les partis politiques, parce qu'en réalité s'ils veulent faire preuve de leur bonne foi, parce que parfois ils peuvent être de bonne foi, il ne faut pas dire qu'ils traînent des boulets, pendant des années et après certains utilisent en fait ces délais de traitement judiciaire, et je pense notamment à la France Insoumise, pour dire regardez, en fait ou le RN d'ailleurs, on utilise ça, on utilise la justice pour nous bloquer dans nos ambitions politiques, parce que les temps de traitement sont trop longs. Et un grand complot se met en place pour nous obliger à répondre à ces accusations juste avant une élection présidentielle, etc. Et ça, c'est très destructeur finalement pour toute la lutte contre la corruption en politique, parce que quelque part, ça sème un doute supplémentaire, et ça bénéficie à ces partis ou à des partis qui peuvent avoir peut-être un peu joué avec la loi. Donc ça, c'est une vraie question qui se pose, et c'est donc la question des moyens dont vous parliez. Il faut que les moyens soit à la hauteur. Et ce serait au bénéfice de tout le monde, y compris des partis politiques. Évidemment. Tout à fait. Oui. En fait, c'est assez particulier parce que le narratif qui est créé autour de la corruption, on a retrouvé un narratif commun. On a eu au début de l'année le procès des assistants parlementaires RN qui mettait aussi devant de la scène des cadres du Rassemblement national. On a aussi le procès Chikirou qui va bientôt probablement avoir lieu. On ne sait pas encore, mais en tout cas, voilà, on a le procès des financements libyens.
En fait, ce qu'on a essayé de mettre en lumière, notamment dans le rapport, mais aussi au quotidien, c'est que ces problématiques, elles sont transpartisanes. Elles n'appartiennent pas à un parti. Or, le narratif, il est plutôt commun. On retrouve des aspects de victimisation. C'est nécessairement un complot de la justice. Un complot de la justice étant politisé, mais quel que soit le parti qui est visé. Alors qu'au contraire, la justice, elle fait la démonstration qu'elle est un pouls encore viable de la démocratie en France, de la séparation des pouvoirs et de la capacité à juger aussi nos décideurs publics ou nos anciens décideurs publics et à faire la démonstration que finalement personne n'est au-dessus des lois et que s'il y a une justice pour les citoyens et les citoyennes de tous les jours, il y a également une justice pour ce qu'on appelle les hautes personnalités aux fonctions exécutives qui ont eu des responsabilités qui les obligent. Et on peut revenir d'ailleurs au sens originel du terme probité, qui est la fidélité aux principes qu'on a soi-même délibérément choisis. Et donc effectivement, quand on rend ces principes et qu'on a un mandat vis-à-vis des Français, eh bien, il s'agit d'en être à la hauteur. Dans un moment de défiance grandissante des Français, des électeurs a fortiori vis-à-vis de leur classe politique, moins les choses sont claires, moins les choses sont jugées, plus la défiance va grandissante, car l'opacité, la longueur des procès, des jugements, les narratifs d'appel en complot de la justice qui serait politisée ne font qu'alimenter une défiance. Ça crée un double mouvement en réalité. Ça crée une défiance chez une grande partie des Français vis-à-vis des politiques, et puis ça crée une défiance vis-à-vis de la justice. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec deux piliers de la démocratie, la justice et les représentants politiques, qui se trouvent fragilisés. Et ça, c'est très destructeur finalement pour un pays comme la France. Et quand on regarde ce qui se passe par exemple aux États-Unis, où là, on a un pays qui avait mis en place quand même des choses assez poussées sur les questions de probité. Alors, pas toujours sur les questions de probité économique, parce que le financement de la vie politique aux États-Unis, c'est quand même un peu particulier, mais sur la probité morale notamment, tout est en train d'être mis en cause. Et c'est vrai que ça envoie des messages vers notamment les dirigeants politiques européens, qui regardent quand même beaucoup ce qui se passe aux États-Unis, un message assez délétère, de dire finalement, si on part dans une logique un peu illibérale à la Trump, on va s'en sortir mieux que si on respecte les règles qui sont mises en place dans nos pays. Regardez ce qui se passe par exemple en Hongrie. En Hongrie, le nombre d'affaires dans lesquelles le pouvoir est impliqué est exponentiel, et pourtant ça ne coûte pas très cher politiquement. C'est le cas, et c'est le cas en République tchèque, enfin il y a beaucoup ou en Slovaquie. Donc il y a vraiment, je pense, une vraie inquiétude à avoir par rapport à ça, c'est-à-dire à quel moment les digues vont rompre et on va dire finalement ça n'est plus grave, ça n'est pas grave, on préfère avoir des dirigeants politiques qui soient forts et qui soient capables de tenir tête aux différents défis auxquels sont confrontés les pays, plutôt que d'avoir des dirigeants politiques qui font attention à leur probité. Théoriquement, même si c'est très peu probable, quoique tout est possible, Nicolas Sarkozy risque de la prison. Bon, prison ferme, ça paraît assez peu réaliste, quoique, encore une fois, tout est possible. En tout cas, il y aura, s'il est relaxé, sans doute un appel du parquet national financier, et s'il est condamné, un appel de son côté à lui. Ma question est, est-ce qu'un jugement incriminant à l'égard de Nicolas Sarkozy ou de ses coprévenus peut jeter un doute sur l'élection de 2007 ? C'est compliqué de refaire une élection présidentielle. Non, il ne s'agit pas de refaire une élection, mais de jeter un doute, de dire que le jeu existe déjà du fait du procès. De remettre en cause la légitimité, ou en tout cas... Je pense que ça peut surtout faire beaucoup de mal à l'élection à venir, celle de 2027, et que ça doit être... justement, on doit tirer les leçons aujourd'hui de toute cette histoire. Il nous reste peu ou prou un peu moins de 2 ans pour combler les défaillances, toutes les défaillances qui ont été identifiées dans ce procès, notamment les défaillances institutionnelles sur les garde-fous exécutifs, sur la transparence de l'exécutif vis-à-vis des Français et des Françaises, notamment sur le volet du financement de la vie politique. On a encore les moyens d'agir, de déposer des propositions de loi qui vont permettre de solidifier, que ce soit des lois organiques ou des lois ordinaires, qui vont permettre de solidifier le dispositif et de s'attaquer vraiment, véritablement à ces enjeux. C'est un peu dehors. On n'en prend pas le chemin, ce que vous disiez tout à l'heure. Voilà, exactement. Pour l'instant, on n'en prend pas le chemin, mais on a encore l'occasion, et c'est ce que dit la pétition d'ailleurs
d'ailleurs qu'on a lancé, de se réveiller et d'avoir un sursaut d'intégrité. Et d'ailleurs, c'est vraiment nécessaire dans l'époque qu'on vit, vous l'avez très bien dit, et je voudrais compléter ce qui a été dit à ce propos juste avant. On assiste aujourd'hui, donc on a eu une décennie, même une vingtaine d'années très ambitieuses sur les lois de probité en tant que telles, l'intégrité de la vie publique. Aujourd'hui, on a plutôt affaire à un backlash, et il ne se voit pas simplement au niveau français, il se voit aussi au niveau européen. On voit que l'organe d'éthique européen, il a été profondément attaqué, il a des difficultés de mise en œuvre. On voit notamment que les négociations sur la directive de lutte anticorruption aujourd'hui, qui est dans le cadre du trilogue entre les institutions européennes, sont bloquées. Donc on n'arrive pas à avancer, à trouver en fait finalement une homogénéité de l'intégrité au sein de l'Union européenne. Et donc il y a tout un tas d'enjeux qui fait que les questions d'intégrité et de probité sont aujourd'hui largement challengées, largement remises en question. Et puis dans un moment en France de discussion autour de budget où on demande aux Français de faire des efforts, faut-il le rappeler, la corruption, alors dans l'affaire des financements présumés libyens, c'est autre chose car il ne s'agissait pas d'argent public français mais d'argent venant d'une dictature. Encore une fois, ce sont des faits présumés de corruption et on attendra la vérité judiciaire tout à l'heure. Mais il faut rappeler, Aurélien, que la corruption, celle établie pour le coup, ça coûte chaque année, c'est autant de... 120 milliards d'euros. Voilà, 120 milliards d'euros en France. Ouais. 120 milliards d'euros d'argent qui disparaît. Oui, l'argent public. Et d'ailleurs, la France descend assez régulièrement dans les classements anticorruption. Donc il y a une vraie question à se poser, pas seulement au niveau des partis politiques, en réalité, au niveau aussi des collectivités locales, des marchés publics. Il y a beaucoup de choses qui posent question. Concernant les partis politiques, il y a un vrai enjeu qui, quelque part, doit pouvoir aussi aider les partis politiques, parce qu'il y a des vrais problèmes de financement. Il y a quand même beaucoup de partis politiques qui ont eu ces dernières années des vrais soucis de financement et qui du coup... Y compris des partis politiques de premier plan. De premier plan et qui du coup ne pouvaient pas finalement faire ce qu'ils avaient envie parce que manquant d'argent. Et ça donne aussi un effet très pervers, le manque d'argent pour les partis politiques, c'est que c'est la course aux places finalement, parce que avoir un député, avoir un sénateur, avoir un maire, etc., ça rapporte de l'argent aux partis. Donc quelque part, l'objectif n'est plus qu'électoraliste au détriment... Et économique, au détriment quelque part des principes et de l'idéologie politique. Et ça crée cette espèce de grand flou politique qui n'aide pas les partis finalement et crée aussi du rejet chez les citoyens. Alors que si les partis avaient les moyens de leurs ambitions, ils pourraient défendre de manière plus claire et plus rigide leurs principes. Et je pense que la vie politique serait plus identifiée, c'est-à-dire qu'on saurait qui défend quoi et qu'une fois au pouvoir, les gens n'essaieraient pas de revenir systématiquement sur ce qu'ils ont pu avoir promis. Ou en tout cas, on saurait ce qu'ils ont promis de manière plus claire. Donc il y a pour moi un vrai enjeu aussi d'aider les partis politiques à pouvoir vivre correctement parce qu'ils sont indispensables finalement à la démocratie. Et donc si ils sont systématiquement à la recherche d'argent, ça ouvre la porte à la corruption et au manque de probité. Je suis tout à fait d'accord et je pense que ça c'est la prévention de la corruption. Et la prévention, c'est aussi un vaste champ de la lutte anticorruption et de la lutte pour l'intégrité de la vie publique. C'est très important. Effectivement, il y a des enjeux de formation, il y a des enjeux de simplification, il y a des enjeux aussi de coopération interinstitutionnelle, c'est-à-dire comment les différents organes qui contrôlent et qui assainissent le financement de la vie politique peuvent mieux travailler ensemble pour faire face à tous les nouveaux enjeux qui entourent une élection présidentielle. On a parlé un petit peu quelque part des ingérences étrangères, qui est un vrai sujet. On a parlé aussi, plus au niveau local aussi, mais aussi au niveau national, de la question du droit au compte. Comment on accède effectivement rapidement pour pouvoir mener sa campagne à bien à un certain nombre de moyens financiers qui nous permettent de mener ces activités politiques. Mais il y a tout un tas d'éléments de prévention qu'on présente également dans le rapport et de mesures de réparation aussi, notamment un pacte d'intégrité entre les partis politiques et les Français et
des états généraux du financement de la vie politique qui pourraient nous permettre finalement de légiférer, de penser un cadre qui soit suffisamment sain en dehors des temps justement de procès, de scandales, de difficultés finalement pour tous les citoyens et pour toutes les citoyennes qui vivent aujourd'hui. Encore faut-il qu'il y ait un moment effectivement de trou dans le calendrier judiciaire français. Ils sont rares ces temps-ci. Faut-il le rappeler, au mois de janvier, ça vient très vite. Il y aura le procès en appel contre Marine Le Pen dans l'affaire des assistants parlementaires ex-Front National. On y reviendra. Je voudrais quand même qu'on évoque les conséquences politiques, car à l'instant où le jugement sera donné tout à l'heure, Aurélien, ce jugement deviendra un objet politique, pris d'un côté ou de l'autre en fonction de quel côté penchera la justice. Vous disiez tout à l'heure que Nicolas Sarkozy avait disparu du champ politique français. C'est quand même quelqu'un qui reste, pour la droite française, une figure tutélaire, en dépit du fait qu'il a déjà été condamné pour corruption. Et d'ailleurs, il a assisté à une partie des débats en ce début d'année avec un bracelet électronique. Il me semble que Sébastien Lecornu, c'est ce qu'on lisait ce matin dans la presse, est allé le consulter après avoir été nommé à Matignon. Bon, il a pas tout à fait disparu, et par ailleurs les affaires qui le visent n'ont pas tout à fait entaché sa respectabilité, en tout cas dans la classe politique. Qu'est-ce que ça dit, ça ? Vous avez raison, parce que je pense justement que les réactions politiques, s'il est condamné, ne vont pas être si importantes que ça. Ah ouais ? Oui, parce que c'est embarrassant en réalité. C'est embarrassant pour la droite, parce que c'est quand même l'ancien président, le dernier président de la droite française. Donc voir son ancien président condamné pour des faits aussi graves, c'est quand même pas une très bonne chose pour une droite qui essaie de se reconstruire et qui a des ambitions pour 2027. C'est embarrassant pour tous les partis qui sont eux-mêmes englués dans des affaires de corruption. Le Rassemblement National, qui marche sur des œufs sur la France Sarkozy, Insoumise, etc. Donc, si vous voulez, je pense que on n'aura peut-être pas des réactions aussi fortes que ce qu'on pourrait attendre venant du monde politique. Il y aura forcément peut-être des soutiens du bout des lèvres à Nicolas Sarkozy s'il est condamné, probablement un peu plus de condamnations venant notamment de la gauche, mais globalement, moi je ne m'attends pas à une marée de réactions politiques, parce que quelque part Nicolas Sarkozy, c'est aussi c'est pas quelqu'un d'isolé totalement dans la vie politique française. C'est pas une météorite qui est arrivée comme ça avec des pratiques complètement différentes de celles des autres et qui aurait tout chamboulé. Il a probablement poussé à l'extrême des pratiques, mais qui existaient par ailleurs. Donc c'est, je pense, de toute façon, un embarras dont l'ensemble de la classe politique française se serait bien passé. Qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, est-ce que la justice, cette affaire-ci, comme l'affaire à venir en appel, qui pourrait empêcher Marine Le Pen de participer à la prochaine élection présidentielle, est-ce que la justice française, aujourd'hui, a les moyens de juger sereinement de telles affaires ? Ce que ça met en lumière quand même, c'est qu'il faudrait un renforcement structurel des moyens de la justice en France. Ça, c'est certain. Néanmoins, on a pu le constater sur ces 2 derniers grands procès qu'on a traversés collectivement. Ce sont quand même des procès qui se sont développés, comme je l'ai dit au départ, dans le principe de l'égalité des délits et des peines, avec un véritable contradictoire. Et ça, je pense vraiment qu'il faut le mettre en avant et qu'il faut sortir des débats alarmistes, plombants, déterministes sur la justice, parce qu'elle est encore capable de prendre le pouls justement du respect de l'état de droit. Souvent, les décideurs publics qui aujourd'hui d'ailleurs critiquent la justice et critiquent les décisions de justice qui les concernent. Je vous interromps une seconde, parce que la cour correctionnelle, le tribunal correctionnel vient de donner quelques premiers éléments de jugement. Nicolas Sarkozy vient d'être déclaré coupable pour association de malfaiteurs, relaxé de corruption passive, de détournement de fonds publics et financement illicite de campagne électorale. Il est donc déclaré coupable, à l'heure où l'on se parle, d'association de malfaiteurs pour avoir participé à une entente pour préparer le délit de corruption en tant que ministre de l'Intérieur. Une première réaction ?
Oui, c'est la première fois qu'une personnalité publique française est condamnée pour association de malfaiteurs. Je pense que ça va évoquer beaucoup de choses dans l'imaginaire collectif. Association de malfaiteurs, c'est des termes on va réexpliquer, si vous le voulez bien, ce que ça veut dire, association de malfaiteurs. Ça veut dire qu'ils ont conclu qu'il y avait une entente, enfin en tout cas des indices suffisamment graves et concordants d'entente malfaisante entre différents individus qui ont permis une immixtion entre différentes sphères politiques, économiques, diplomatiques. Voilà. Donc c'est assez spécial et en même temps on l'avait un petit peu peut-être anticipé puisque on s'était dit que si on n'arrivait pas effectivement à trouver les ressorts juridiques pour aller jusqu'à l'infraction de corruption, eh bien on passerait par cette infraction qui est un petit peu plus large, auquel on peut rattacher des infractions connexes, notamment l'association de malfaiteurs. Aurélien ? Il s'en sort quand même globalement bien. Ouais. Parce qu'il échappe au financement illicite de campagne électorale, mais parce que justement il y avait ces fameux documents manquants où il y aurait été inscrit qu'il a reçu de l'argent de la part de Kadhafi, etc. Bon, ces avocats ont globalement bien travaillé, malgré tout. Nicolas Sarkozy, sur 3 des 4 chefs d'inculpation, il est relaxé sur 3. Donc, a priori, la peine sera beaucoup plus légère que celle qui a été requise au départ. Après, oui, c'est pas anodin d'être condamné pour association de malfaiteurs malgré tout. Quand on est un ancien président de la République française. Et puis surtout, c'est un récidiviste quelque part, puisqu'il a déjà été condamné une première fois. Il y a encore d'autres affaires. À la fin de l'année. Oui. Voilà, il y a encore d'autres affaires. C'est Big Malion. Tout à fait, donc, ce qui était son financement de la campagne de 2012 cette fois. Donc. Oui, il n'en a pas fini avec les procès. Oui, et puis à chaque fois, globalement, même s'il n'est pas reconnu coupable de tout, il est reconnu coupable en partie. Donc ça commence quand même à faire beaucoup pour Nicolas Sarkozy, et ça change pas finalement la dynamique de ce qu'on dit depuis le début de l'émission. C'est-à-dire que ça pose vraiment la question de la probité dans la vie politique française, et ça peut-être permettre de remettre cette question-là au centre du jeu, parce qu'on disait justement que cette question-là souffrait un petit peu de l'ère du temps actuel. Il est 10h40 ici à Paris, si vous nous rejoignez sur France 24, l'information qui vient à l'instant de tomber donc du tribunal correctionnel de Paris, c'est que l'ancien président français Nicolas Sarkozy a été reconnu coupable d'association de malfaiteurs dans l'affaire des financements présumés libyens de sa campagne présidentielle de 2007. Il est relaxé des autres faits pour lesquels il était poursuivi, notamment corruption passive. Une question qui me vient en entendant ce jugement partiel. On ne connaît pas la peine et on ne connaît pas non plus la peine éventuelle des co-accusés de Nicolas Sarkozy. Est-ce que ça jette l'opprobre, notamment sur le travail de presse, d'enquête? On l'a rappelé tout à l'heure, c'est le quotidien en ligne Mediapart qui a d'abord révélé cette affaire il y a plus d'une dizaine d'années. Les journalistes qui ont mené l'affaire disaient il y a quelques mois, quoi qu'il se passe, on ne retirera pas une ligne, un mot de ce qu'on a écrit. Ça, c'est la vérité judiciaire aujourd'hui. Et quoi ? Ah non, ça, au contraire. Si on n'avait pas eu le journalisme d'investigation, si on n'avait pas eu les enquêtes qui avaient été menées, cette affaire serait probablement jamais arrivée jusqu'à nos oreilles. Et comme le rappelait mon collègue ici présent sur le plateau, il a été condamné. Donc, au contraire, je pense que ça assoit non seulement la légitimité de la presse d'investigation en France, mais ça assoit également l'activité et le rôle de vigie démocratique des associations de lutte anticorruption et même plus généralement de la société civile en France. Donc, je pense aujourd'hui qu'il faut surtout s'arrêter sur le travail périphérique qui a été fait autour de ce procès pour permettre à la fois ce temps de jugement, ce temps de clarification en amont de la prochaine présidentielle et qu'on puisse effectivement maintenant en tirer toutes les leçons de façon apaisée. Mais je dirais que ça jette tout l'inverse que l'opprobre sur le journalisme et le journalisme d'investigation. Il faut quand même voir, là, parce que je suis en train de regarder, Claude Guéant a été déclaré coupable, donc ancien ministre de l'Intérieur, bras droit historique de Nicolas Sarkozy, donc d'association de malfaiteurs, mais aussi de corruption passive, de trafic d'influence passive, de faux et usage de faux et de blanchiment aggravé. Il y a les autres chefs de prévention, tout à fait. Voilà. Il y a 11 accusés dans ce procès. Quelque part, Nicolas Sarkozy et ses conseils ont réussi à séparer le cas Sarkozy des cas Guéant, Hortefeux, etc. Mais tout ce qui se passe autour, et notamment... il faudra quand même... moi, je me pose une question de logique, parce que pourquoi Claude Guéant aurait
été corrompu pour un intérêt qui n'était pas directement le sien, enfin, parce qu'il n'était pas candidat à la présidentielle. Mais bon, ça, après, c'est... Ce que ça dit, alors où l'on se parle, les informations nous arrivent au compte-gouttes de la salle d'audience qui est derrière vous, Aurélien. Ça veut dire que la justice française, aujourd'hui, considère qu'il y a bien eu de l'argent libyen qui est venu financer cette campagne présidentielle, mais que Nicolas Sarkozy n'en est pas... Je pense qu'il faut lire le délibéré en entier avant de pouvoir tirer des conclusions hâtives. Et je pense qu'il faut qu'on prenne le temps d'analyser la décision de justice dans toute sa complexité. Si on a dit qu'au départ c'était un procès complexe, c'est que le délibéré le sera forcément. Oui, ne faisons pas œuvre de simplicité, de simplisme sur ce plateau. En tout cas, on l'a dit, Nicolas Sarkozy, donc la lecture du jugement se poursuit, aura un autre procès dans les mois qui viennent. Et puis, un autre moment important que celui, pour le coup déterminant pour la prochaine présidentielle, que celui de Marine Le Pen. Mêmes arguments, complot de la justice, justice politique. Aurélien, non. Alors, moi, je trouve que les implications entre l'affaire des assistants européens de Marine Le Pen et cette affaire-là, Sarkozy-Libye, c'est quand même pas la même ampleur. Enfin, là, on parle quand même de choses extrêmement graves, avec liées à des attentats terroristes, avec des décès, avec une révolution dans un pays. Enfin bon, il y a quand même 3 millions d'euros d'argent présumé. Quelque part, cet argent, pour moi, n'est que le sommet de l'iceberg, si tant est qu'il a existé, puisque là, on attend de voir le délibéré. Mais Marine Le Pen, c'est un procès qui était entre guillemets un peu plus simple, parce que là il y avait vraiment toutes les preuves, dont des gens qui sont venus témoigner pour dire oui j'étais assistant au Parlement européen, mais je suis jamais allé ni à Bruxelles ni à Strasbourg. Bon, c'est pas exactement le même dossier. En revanche, c'est vrai que l'implication politique est très très forte, puisque il y a eu cette espèce de coup de théâtre mal anticipé par les conseils de Marine Le Pen, qui faisait rentrer une partie des faits de corruption, enfin, ou d'usage, de mauvais usage des fonds européens dans la loi Sapin, qui permettait de déclarer Marine Le Pen inéligible. Donc bon, voilà, c'était un petit peu, c'était plus ça. On était plus dans un détail de droit. Qui pourrait avoir des conséquences importantes. Mais c'était moins, je trouve, une question de... Et puis Marine Le Pen n'a jamais été présidente de la République. Encore une fois, enfin, il faut sans minimiser la gravité de ce qui est reproché à Marine Le Pen. Là, le dossier Sarkozy est pour moi beaucoup plus lourd et devrait être conçu comme tel. Nicolas Sarkozy, donc reconnu à l'instant coupable d'association de malfaiteurs dans l'affaire du financement libyen. Claude Guéant, vous le disiez à l'instant, Aurélien, lui, jugé coupable de corruption passive et de faux. On va y revenir bien sûr dans le journal de 11h. Merci infiniment à tous les deux. Je vous ai coupé la chic, je suis désolée, Diane Semerjian, mais il faut qu'on rentre car nous sommes en retard. Responsable du plaidoyer vie publique au sein de la branche française de Transparency International. On peut lire votre rapport sur Financer la démocratie sur votre site internet. Aurélien, merci beaucoup. Aurélien Devernois, vous êtes ici chez vous, journaliste au service politique de RFI. Une émission à revoir en replay, réécouter en podcast. On se retrouve dans un quart d'heure. À tout à l'heure. Retrouvez-moi à la mi-journée dans Paris Direct. Un tour complet de l'actualité pour ne rien manquer. Elisabeth Alain vous donne rendez-vous chaque midi sur France 24 dans Paris Direct. Dans les gares, les gens passent. On ne sait pas d'où ils viennent et où ils vont. Les invités viendront nous raconter d'où ils sont partis dans la vie et où ils veulent aller. Dans l'émission Avec Judith, retrouvez-moi en exclusivité sur la chaîne YouTube de France 24 et toutes les plateformes de podcast.